Voilà, donc ça rentre encore un petit peu. On va les faire rentrer tranquillement. Mon partenaire ici présent, Jean-David, va s'occuper de faire rentrer les personnes dans le webinaire. Donc, encore une fois, de quelque endroit que vous soyez, merci d'être présent. Donc, je me présente, Anne-Solène Rioux, cofondatrice de l'incubateur Agoralliance, l'incubateur pour les entrepreneurs venus d'ailleurs. Et aujourd'hui, le sujet du webinaire est donc entrepreneur, la santé de votre entreprise passe aussi par la vôtre. C'est vrai que dans ces derniers mois, on a eu beaucoup d'informations, on a pris en considération, on a commencé justement à s'intéresser de plus près. Alors, on s'intéresse à la santé générale de tout le monde, à la santé de tous les individus qui composent les personnes ici présentes. Mais aujourd'hui, on va parler aussi de la position d'entrepreneur, en fait. Et je vais commencer par quelques chiffres qui ont été compilés grâce à un rapport de notre commanditaire d'aujourd'hui, la Banque de développement du Canada, que nous remercions d'ailleurs beaucoup. Ces 2 dernières années, ils ont fait des rapports justement sur la santé mentale des entrepreneurs à travers le Canada. Et je vais vous donner quelques chiffres éloquents, en fait, pour commencer et introduire le sujet d'aujourd'hui. Donc, ces chiffres, comme je vous l'ai mentionné, sont particulièrement sur la santé mentale et ils ont été récupérés sur ces sondages-là, dont je vous partagerai plus tard dans un lien et par courriel et sur les médias sociaux, donc des rapports très intéressants. Un premier chiffre, il est à noter que 71,5% des entrepreneurs souffrent de détresse psychologique, dont 17,7% manifestent des symptômes de dépression modérée ou sévère. Dans ce rapport, on note aussi que 2 tiers des propriétaires d'entreprises du Québec, particulièrement, vivent au moins un épisode de déprime par semaine. Donc, ce sont des chiffres très éloquents. J'ai commencé avec cela parce que c'est ce dont on parle actuellement. Mais bien entendu, aujourd'hui, ce que nous avons l'intention de faire, c'est de parler plus de santé globale parce qu'il est bien entendu qu'il va falloir que vous soyez en santé intellectuelle, en santé physique et que tout cela repose, entre autres, aussi sur l'alimentation. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos 3 panélistes experts d'aujourd'hui pour aborder justement les sujets pour la santé globale des entrepreneurs et en fait pour tout le monde, à vrai dire. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par Hichem, l'homme du panel aujourd'hui. Donc, bienvenue Hichem. Merci, bonjour tout le monde. Donc, Hichem est originaire d'Algérie. Il a eu une longue carrière dans les métiers du marketing et la communication dans plusieurs multinationales. Mais avec le temps, il a particulièrement donc développé une passion pour tout ce qui a trait au conditionnement physique et aux bienfaits de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, il est notamment entraîneur certifié en conditionnement physique. Il aide les personnes qui n'ont pas toujours le temps ni la motivation de s'entraîner grâce à des entraînements intenses de seulement 20 minutes. On en parlera un peu plus tard. Il estime notamment que le dépassement de soi, se mettre en forme dans la bonne humeur et sans jugement, sont des valeurs qui va mettre de l'avant justement pour reprendre confiance en soi aussi à travers ces entraînements. S'appuyant sur une technologie qui permet de faire travailler simultanément tout le corps. On appelle ça de l'électromusculation, de la stimulation électromusculaire. Hichem adapte son accompagnement pour aider le plus grand nombre à atteindre ses objectifs et faire en sorte qu'aller au gym devienne un plaisir. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, Hichem sera notre expert pour la santé physique. Merci. Donc, je vais enchaîner tout de suite avec Marianne Lefebvre. Donc, Marianne Lefebvre est originaire du Québec. Cependant, elle a à son actif plus d'une trentaine de voyages à travers le monde où, justement, elle a pu explorer les habitudes alimentaires et les connaissances culinaires des diverses populations. Marianne est nutritionniste, conférencière et consultante en nutrition internationale et fondatrice de Nutrition d'ici et d'ailleurs. Donc, vous comprendrez qu'elle est passionnée de la cuisine multiculturelle, autant pour ce qu'elle apporte dans son assiette que pour son rôle rassembleur et de découverte. Marianne croit que l'alimentation est un excellent véhicule d'échange culturel, de partage, mais aussi d'intégration.
Elle est également membre des nutritionnistes diététistes du Québec et elle se spécialise, comme vous l'aurez compris, en nutrition internationale dans les communautés culturelles du Québec. Depuis plus de 12 ans, elle intègre la santé, l'alimentation au niveau des Néo-Canadiens. Elle s'adresse au grand public, notamment en intervenant dans des conférences, des plateaux de TV, de la radio. Elle fait des ateliers également d'un bout à l'autre de l'océan. Et donc, en fondant Nutrition, elle donne sa mission est particulièrement de soutenir l'intégration des populations immigrantes au sein de la culture alimentaire locale. En 2016, elle a co-signé à l'autre bout du monde une collection de guides sur les habitudes alimentaires à travers le monde. Et aujourd'hui, elle offre une gamme de services qui met de l'avant l'alimentation d'ici et d'ailleurs comme vecteur rassembleur pour une société unie et ouverte sur le monde. Donc, à l'heure du lunch, on va parler beaucoup d'alimentation. Donc, ça va peut-être vous donner une occasion de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de manger. C'est très bien, ça, la conscience directe. Bonjour Marianne et merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue, bonjour tout le monde, bon panel. Merci. Et pour finir, je vais enchaîner avec Audrey Mollard. Donc, Audrey est originaire de France, très récemment arrivée donc, en 2019 au Canada. C'est quand même une nomade qui a vécu pendant plusieurs années dans différents pays, dont le Mexique, la Thaïlande, l'Écosse, la France, et aujourd'hui a choisi le Canada comme terre d'accueil. C'est une jeune maman de 2 bébés, donc plein de défis aussi, et entrepreneur. Elle est diplômée en coaching neurosciences spécialisée dans l'entrepreneuriat féminin et formatrice en entreprise sur les thèmes du leadership. Elle a notamment fondé AM Coaching Pro pour vous accompagner à différents moments de votre carrière professionnelle et pour vous aider grâce à des méthodes de coaching innovantes issues des neurosciences à atteindre vos objectifs professionnels plus rapidement et plus efficacement. Elle vous accompagne pour que vous puissiez apprendre à mieux vous connaître et dépasser les blocages qui pourraient freiner la mise en place d'objectifs. On va en parler à plusieurs reprises, des fameux blocages. Grande sportive de plein air et d'endurance, sa spécialité, c'est la mise en action. Audrey croit dans le potentiel de chaque humain, dans le fait que chacun est unique et qu'il ou elle possède en lui toutes les ressources pour s'épanouir. Elle mentionne, nous avons tous des talents et des forces qui ne demandent qu'à être exploités. Pour elle, la santé de l'entrepreneur, ça passe aussi par une meilleure connaissance de soi, de ses limites, de ses sources de motivation et du fait de donner du sens à ce que l'on fait. Bienvenue Audrey, merci d'être là aujourd'hui. Oui, merci, mais tu dis tellement mieux que moi, là. C'est fou. Merci. C'est un autre exercice intéressant à faire aussi. Donc, merci infiniment. Voilà ce qui me permet justement de faire la transition donc, vers ma première question à toi, Audrey, aujourd'hui, puisqu'on parle de bien-être. Justement, Audrey, si on commence, comment le fait de mieux se connaître peut aider un entrepreneur à aller mieux et à être plus en santé? Une question qu'on ne se pose pas souvent, mais comment se connaître peut influencer et être mieux? Oui, en fait, la première chose, déjà, quand on parle de connaissance de soi, c'est pas savoir que, par exemple, la couleur rouge, c'est notre couleur préférée ou qu'on déteste la comptabilité ou alors qu'on adore ce client. Vraiment, quand on parle de connaissance de soi en termes de développement personnel, en tout cas, on parle de mieux se connaître dans le sens connaître ses sources de motivation, savoir pourquoi on se lève le matin, pourquoi on a choisi d'être entrepreneur, sa mission, mais aussi ça peut passer par du coup ses limites, jusqu'où je suis prête à aller et jusqu'où justement je veux pas aller, les personnes avec qui je veux m'entourer, etc. Donc c'est toute cette connaissance en fait de soi qui va après donc influencer son écosystème par rapport au choix de ce métier, des personnes avec qui on s'entoure. Voilà. Et donc après, moi, je suis fermement convaincue que plus on se connaît, plus en fait on va être aligné avec qui on est. Et donc, on va tendre vers des activités qui vont nous ressembler. Et c'est à ce moment-là où en fait on va devenir performant, on va exceller. Et donc, c'est pour ça que pour moi, mieux se connaître, c'est très important dans l'exercice de l'entrepreneuriat. Puisque j'imagine on cherche tous la même chose, c'est-à-dire à donner le meilleur de soi-même et à être performant dans notre entreprise, parce que si on a créé un produit, c'est parce qu'on pense qu'il est utile aux autres.
Donc, non seulement on fait du bien à nous-mêmes, mais en plus, on fait du bien aux autres. C'est ça. Et puis, très important aussi, c'est l'autre revers de la médaille. C'est qu'en en connaissant ses limites, ben, en fait, on apprend aussi à dire non. Et c'est important parce qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, bah, on peut être travailleur autonome, mais même en tant que dirigeant. Et donc, il faut aussi savoir, à un moment donné, mettre un cadre, mettre ses limites. Et ça va faire que bah, on va être plus en santé, puisqu'on va prendre soin de soi en mettant ses limites. Voilà. Peut-être préciser cette notion que j'aime beaucoup, qui est la notion du flow. Je crois beaucoup dans le flow. C'est des activités que vous réalisez qui sont totalement liées à vos forces, à vos talents. Et quand vous êtes dans votre état de flow, bah, en fait, vous allez être très créatif et ça va vous demander très peu d'énergie. Et donc, moi, je suis fermement convaincue que plus dans l'entrepreneuriat, vous allez œuvrer dans votre zone de flow, plus vous serez bon. Et ça passe évidemment, pareil, par la connaissance de soi, par la connaissance de ses forces, de ses talents et de ce qu'on est. Donc, la connaissance, sa zone de flow, ça ne veut pas forcément dire sa zone de confiance. Il faut qu'on soit capable la zone aussi. Ouais, je vois ça différent. En fait, la zone de flow, c'est vraiment, c'est pas forcément là où on est en confiance, c'est vraiment là où on est excellent. C'est-à-dire là où on fait quelque chose par passion, ça va nous procurer de la joie. Donc, on n'est pas forcément, par exemple, ça peut être jouer au piano. On n'est pas forcément pianiste professionnel, mais on peut prendre énormément de plaisir et être dans son flow en jouant au piano. C'est clair. Absolument, c'est très clair. Ce que je retiens aussi de ce que tu as dit, c'est la capacité en fait à dire non. La capacité à dire non, parce qu'effectivement, de par la nature, beaucoup d'entre nous sommes plutôt dans une position à vouloir satisfaire tous ceux qui nous entourent. Mais ce oui, en fait, que l'on dit, souvent nous emporte dans un tourbillon de choses qui créent beaucoup de stress. Donc, merci pour ces précisions, Audrey. Comme je vous l'ai mentionné, aujourd'hui, on a décidé donc de couvrir la santé globale des entrepreneurs, donc dans un autre axe par rapport à ce qui est important de faire pour sa santé. Marianne, je vais commencer avec toi également. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment justement une saine alimentation peut contribuer à la santé de votre entreprise? Oui, certainement. J'adore ta question, Anne-Solène. Je trouve que ça part bien la discussion. En fait, c'est quelque chose que les entrepreneurs oublient énormément. Si on pense très concrètement, l'unité de mesure de l'énergie, c'est la calorie. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on mange? En fait, ça va nous procurer de l'énergie. L'entrepreneur étant à la base même de son entreprise, on doit absolument maintenir son corps, son cerveau en excellente santé, en fait, pour pouvoir être le plus performant, mais également le plus souriant et avoir un excellent état de santé mentale également. Parce qu'on sait en 2021 que l'alimentation est à la base de nombreuses pathologies, de nombreux mal-être également. Donc, qu'est-ce qu'on mange? C'est en lien avec notre santé physique, notre santé mentale, mais également avec notre humeur, avec notre énergie aussi. Donc, super important d'investir en soi. En tant qu'entrepreneur, on n'aura pas de problème, en fait, à investir dans un plan marketing, dans un plan d'affaires, un plan de communication. Moi, ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est vraiment investissez dans un plan pour votre santé, pour vous. Donc, que ça soit dans les périodes, notamment, qui sont plus occupées dans votre business, on a tous des hauts et des bas. Hein? Donc, quand les moments de bas dans notre entreprise, peut-être en profiter pour se faire davantage de plats qu'on va surgeler par la suite. Puis, dans les périodes qui sont plus occupées, bien, prévoir des repas qui vont être plus vite faits, donc des repas, puis s'acheter également des aliments qui sont pré-préparés. Je pense notamment aux poireaux qui sont déjà hachés ou encore de la viande qui serait déjà cuite. Donc, super important, si on veut que notre entreprise fleurisse, on doit d'abord prendre soin de soi. C'est très, 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 très pertinent. J'aime ça, le côté organisation, effectivement, de se dire, bon, ben, quand j'ai le temps,
Je vais préparer quelques plats d'avance pour justement, quand j'en aurai moins de temps, de pouvoir bénéficier de ces plats-là. Et je rajouterais peut-être même, est-ce qu'il y a on va sûrement, on va en reparler plus tard, mais tout comme tu disais, de faire de la prévision, de chiffres, de la stratégie, etc. Il y a des choses qu'on peut intégrer aussi sûrement dans son emploi du temps, mais on va en parler un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Marianne. Donc, je vais enchaîner avec Hichem. Donc, on a parlé de barrières, on a parlé de saines habitudes alimentaires. Mais quel lien on peut faire entre l'entraînement physique et la bonne santé de l'entreprise? Donc, on aura comme ça couvert un peu tous les spectres de la santé, Hichem. Oui, tout à fait. En ce qui a trait à l'entrepreneur, mais comme tu le disais tantôt, ça peut toucher à tout le monde en fait. C'est qu'un employeur qui est en bonne santé physique est un employé productif, plus en santé, plus dynamique, donc autant au travail qu'à la maison. L'employeur bénéficie aussi d'employés productifs et efficients. Quand on parle d'activité physique, on a des fois tendance à croire qu'on se doit d'aller passer des heures au gym là, toute la semaine. Or, si on prend l'exemple de ce que préconise l'Agence de la santé du Canada, c'est 150 minutes par semaine. Et ça, on peut atteindre cet objectif-là en seulement 10-15 minutes par jour. Et là, c'est à la portée pratiquement de tout le monde. Et il faut aussi important de mentionner que quand on dit activité physique, c'est assez large. Ça va du cardio, donc des exercices d'endurance, d'assouplissement, mais aussi de renforcement musculaire. Et quand on dit renforcement musculaire, encore une fois, c'est pas juste la gonflette, aller en muscu et c'est soulever des poids. C'est vraiment, on peut travailler ça là, juste au poids du corps, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on perd avec le temps et qui est souvent négligé. Ça peut avoir des répercussions importantes sur la vie de tous les jours, sur son équilibre, sur sa posture, sur le sac d'épicerie qu'on va porter demain. Donc, c'est vraiment, je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est vraiment un ensemble de pas mal de facteurs, donc la santé physique, mentale et la nutrition, comme le disait si bien Marianne. Donc, c'est vraiment des questions de routine aussi, hein. Je veux dire, je pense qu'on parle beaucoup d'habitudes, de saines de vie, etc. C'est une question que je n'avais pas prévu de poser, mais si on fait un tour rapide, et puis là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que même si ce n'est pas quelque chose que vous faites depuis la naissance, il n'est jamais trop tard pour commencer, n'est-ce pas, Audrey ou Marianne? Faire du sport, je pense que notre corps est fait pour, là. Tout est fait pour qu'on puisse bouger. Donc, autant en profiter. Et on le sait que notre corps a besoin de bouger. Donc, effectivement, moi, je rejoins tout à fait ça. Puis, je suis une fervente passionnée de sport. Donc, je ne suis pas neutre. Puis je vais même faire une allégorie que mon partenaire ici présent, Jean-David, fait souvent. On va parler aussi beaucoup, tu parlais tout à l'heure, Audrey, de passage à l'action, de se mettre en action. Puis il y a une mention dont on fait toujours part en fait aux entrepreneurs qu'on accompagne, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque et en fait, tous les jours, vous vous mettez à risque sans le savoir, ne serait-ce que physiquement. À chaque fois que vous êtes debout et que vous enchaînez un pas devant l'autre, vous vous mettez en déséquilibre, donc vous vous mettez en risque pour avancer. Donc, ça prouve bien que le passage à l'action, que la mise en santé, la mise en santé physique, intellectuelle, puis l'intérêt sur l'alimentaire est très, très important justement pour avoir une santé globale qui soit bonne pour faire avancer votre entreprise. Donc, encore une fois, le côté physique très important, mais c'est vraiment, on va continuer sur l'ensemble de la santé globale. Justement, j'ai commencé en parlant de santé mentale et on sait que c'est un grand tabou chez les entrepreneurs particulièrement, chez la population en général, mais je pense que avec l'image qu'on donne de l'entrepreneuriat, le warrior surhumain, etc., il y a comme une espèce de mythe autour de l'entrepreneuriat, comment on appelle ça, le success story ou la glorification de l'entrepreneuriat. Ça reste que c'est quand même un sujet encore très tabou. La santé mentale, qu'on parle de dépression, de burn-out, d'épuisement, de stress de façon générale. Notamment, Audrey, en ce qui concerne est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est nécessaire donc d'apprendre à apprivoiser notamment son stress en tant qu'entrepreneur pour pouvoir avancer?
Ouais, ben, moi, donc, je suis entrepreneur depuis récent, là, depuis un tout petit peu plus d'un an. Peut-être qu'il y a un an, là, je vous aurais dit, je suis une personne qui est peu stressée. Je pensais être comme ça. Depuis que je suis dans l'exercice de l'entrepreneuriat, bah, en fait, je me rends compte que je vis beaucoup de stress tous les jours. Et en fait, ça, c'est dû au statut d'entrepreneur. Je pense qu'en fait, on prend des risques qui sont financiers, des risques humains, des risques matériels. On s'engage auprès des parties prenantes, là, des clients, des fournisseurs, etc. Donc, en fait, on a beaucoup plus de pression qui pèse sur nos épaules que quand moi, j'étais tout simplement salariée. Là, finalement, je me la coule douce, en quelque sorte. J'essaie pas de comparer, c'est pas le but, mais c'est pour dire que, du coup, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on vit particulièrement des épisodes de stress. Après, juste préciser que pour moi, le stress n'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est pas forcément néfaste. Le stress, on en a besoin. Il est là aussi pour nous prévenir que, par exemple, on est en train de vivre une menace. Donc, il peut être aussi très bénéfique. Il peut aussi nous permettre de nous challenger. Par contre, là où ça devient problématique, c'est quand le stress devient trop souvent ou trop fort. Et là, donc, on parle plus de stress chronique ou alors d'anxiété. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'en tant qu'entrepreneur, il faut faire attention. Parce que c'est ça qui va pouvoir peut-être à terme conduire vers de l'épuisement professionnel, du burn-out, de la dépression et toutes ces statistiques que tu donnais au début là, sur la santé mentale de l'entrepreneur. Donc après, prendre conscience de son stress, c'est une chose. Après, évidemment, il faut changer un comportement ou changer son environnement pour faire face. Donc après, c'est sûr que le stress, moi, je crois que fortement que ça peut s'améliorer avec la nutrition. Alors, peut-être une bonne glace, là, c'est moche à dire, mais je ne sais pas si Marianne va être très contente que je dise ça, là. Mais des fois, ça peut aussi te faire du bien. Ça peut être aussi dans l'activité physique, là, d'aller se dépenser énergétiquement. Voilà, donc moi, je pense qu'effectivement, le stress, ça ne doit surtout pas être quelque chose qui est tabou. Parce que de ma petite expérience, j'ai pu voir que pratiquement tous les entrepreneurs vivent beaucoup de stress. Donc, surtout en parler et quand on en parle, déjà, ça aide à diminuer notre stress. Donc, parlons-en, parlons-en, parlons-en et arrêtons de faire en sorte que ce soit quelque chose qui est tabou. Effectivement, c'est très important d'en parler. C'est sûr que culturellement aussi, on travaille beaucoup, donc, comme vous le savez, à Agoralliance, exclusivement avec des entrepreneurs venus d'ailleurs, donc des personnes qui ne sont pas forcément nées, qui ne sont pas d'ailleurs nées au Canada du tout. Et justement, on observe qu'au niveau des codes culturels, au niveau des habitudes de vie, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas, etc. Ceci dit, il y a quand même pas mal de ressources qui sont disponibles aujourd'hui, puis je trouverais ça regrettable en fait que certains qui nous écoutent en fait n'osent pas aller à l'avant. Puis des fois, si c'est pas des spécialistes, des fois des amis, la famille, ça manque parfois un peu d'objectivité, je vous avouerai. Mais des fois des amis ou même des inconnus, hein, des fois ça parler de tout et de rien avec des inconnus, justement il n'y a pas de jugement, ils ne vous connaissent pas. Donc je sais que c'est pas évident, justement en parlant des codes culturels. Donc chez Agoralliance, on travaille beaucoup, enfin essentiellement d'ailleurs avec des entrepreneurs immigrants. Puis justement, suite à l'immigration, les gens qui viennent d'ailleurs sont particulièrement à risque de voir leur santé se détériorer. Marianne, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement? Oui, Anne-Solène, donc d'abord, c'est important de savoir que le processus d'immigration en soi a un effet négatif sur l'état de la santé des gens. Probablement que certains d'entre vous avaient vécu le processus d'immigration, donc on sait que c'est un processus qui est long, qui est stressant, qui est coûteux également. Puis, suite à l'immigration, souvent, on va perdre notre réseau social, on va perdre de nombreux repères. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que l'immigration est nocive pour la santé. Autre chose aussi, il y a ce qu'on appelle l'effet de l'immigrant en santé. Je ne sais pas s'il y a personne d'entre vous qui savent c'est quoi. Ça, c'est le fait que pour immigrer au Canada, en fait, c'est un des critères qu'il y a d'être en santé. Donc, l'immigrant moyen qui arrive au Canada a un excellent état de santé, voire supérieur aux Canadiens de naissance. Par contre, on remarque qu'au fil du temps, et ce pendant 30 ans, il y a une détérioration de l'état de santé chez les immigrants. Pour de nombreuses raisons, les raisons vont également varier selon le statut d'immigration, selon le lieu d'origine, si les gens viennent de la ville, de la campagne. Puis, tu sais, il y a autant de problèmes de santé chez les Européens, par exemple,
exemple, que chez les non-européens. Les causes sont très variées. Donc, ça peut être un manque de réseau social, ça peut être une inadaptation au climat, ça peut être un manque de ressources financières, ça peut être le fait de manque de compétences dans une cuisine canadienne, parce qu'on l'oublie souvent, hein, mais la notion de compétences en cuisine, c'est pas quelque chose qui est international, dans le sens que moi, je me considère une bonne cuisinière au Québec, mais c'est sûr que quand je vais travailler en Haïti, moi, devant des briquettes, charbon de bois, cuisiner du manioc, de l'igname, je suis pas nécessairement une bonne cuisinière dans ce pays-là. Donc, il y a souvent des facteurs qui sont en lien avec les compétences culinaires, des facteurs qui vont être négatifs. Donc, il y a beaucoup de causes, mais c'est important de le savoir, en fait. Puis, tu sais, souvent, les gens qui viennent d'ailleurs vont dire « Ah non, Marianne, moi, j'ai pas changé ma façon de manger. Je mange exactement comme dans mon pays d'origine. » Tu sais, là, je me mets à gratter un peu. « Ouais, OK, tu sais, à quelle fréquence tu vas manger des pâtes ici? Ah, ben les pâtes, c'est rapide. Tu sais, je vais en manger, par exemple, 5 fois par semaine. Tu sais. Ah ouais, dans ton pays aussi, tu sais, tu mangeais les pâtes 5 fois par semaine. Ah non, ben dans mon pays, j'avais le temps, j'avais beaucoup plus de temps pour cuisiner que ça. Donc, des fois, c'est juste des petits changements. Un autre changement que je vois souvent, c'est que les gens vont manger beaucoup moins de fruits et légumes au Québec parce que ils trouvent qu'ils sont pas bons, qu'ils sont vraiment beaux, mais qu'ils goûtent rien. C'est sûr que quand on vient d'un pays chaud, hein, puis qu'on a envie de cueillir une mangue, puis de manger une mangue, puis on a juste à tendre le bras pour la manger, la mangue est savoureuse. Beaucoup plus savoureuse que les mangues qu'on va retrouver sur nos étals ici, qui ont été cueillies vertes, importées et ensuite transportées. Donc, c'est une des choses qui va faire en sorte notamment que l'état de santé des immigrants va se dégrader. C'est important de le savoir, donc de peut-être porter une attention particulière, de ne pas attendre que vous ayez des diagnostics ou des symptômes qui vont avoir une influence négative sur votre énergie puis votre santé en général avant d'aller consulter, soit un nutritionniste, soit un médecin, mais vraiment d'aller consulter puis porter vraiment une attention particulière à votre alimentation. Tu sais, souvent, là, il y a plusieurs priorités, que ça soit de monter une entreprise, de chercher un travail, inscrire les enfants à l'école. On a 1000 choses qui sont plus importantes que notre santé et l'alimentation, mais essayez le plus possible de mettre ça au centre de vos priorités pour être certain que l'état de santé ne se dégrade pas. Mm-hmm. Et est-ce qu'on peut dire aussi, parce que moi, étant immigrante, n'est-ce pas, depuis 20 ans au Québec, j'ai constaté quelques changements sur mon corps. Et je me dis, est-ce que ça se peut aussi, je me posais la question, qu'il y ait une différence, parce qu'on a beau, par exemple, manger des choses qui sont semblables à notre pays, mais par exemple, dans la transformation, dans les farines, il y a quand même une différence. Une farine de blé au Québec et une farine de blé en France, elle va-tu être composée de la même façon une fois qu'elle est enfournée dans son sac, ou est-ce qu'il peut y avoir des changements, ne serait-ce que dans les aliments ou dans la façon dont c'est cultivé, la terre, etc., qui peut avoir une incidence sur votre physique qui n'en avait pas quand vous étiez dans votre pays? Ça peut être un facteur. Je dirais pas que c'est le facteur prédominant parce que tu sais, c'est pas les composants dans le sol, Anne-Solène, qui va faire que tu vas avoir pris du poids ou non. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, pour certaines, notamment des grandes bannières, les ingrédients vont différer d'un pays à l'autre. Je vais prendre comme exemple les cornflakes. Donc, les céréales qui sont faites par Kellogg's, qui sont distribuées partout dans le monde, notamment en France. Au Canada, on sait pas pourquoi, les cornflakes vont contenir à peu près 15% plus de sodium que lorsqu'elles sont vendues en France. Les gens du marketing de Kellogg's, ils se sont aperçus que quand les céréales étaient plus sucrées, étaient plus salées, pardon, ils se vendaient mieux au Québec. Donc, c'est sûr, ça, c'est la même chose, notamment pour la tartinade de noisettes. Le Nutella, tu sais, le Nutella en France, c'est pas fait avec les mêmes types de gras qui est fait au Québec. Ça, c'est une chose, mais je te dirais, Anne-Solène, tu sais, moi, je serais curieuse de voir ton niveau d'activité physique, s'il est le même en France qu'ici. Parce que c'est sûr que quand on vient d'un pays tempéré ou même d'un pays chaud, on va la plupart du temps prioriser le transport actif, on va aller dehors beaucoup plus souvent. Ici, ce que j'entends énormément et ce que j'entends et que je vois, c'est que pendant 4 mois de temps, quand il fait très froid, l'hiver, les immigrants sortent très peu. Donc, la dépense énergétique à ce moment-là est beaucoup moins élevée. Cela s'accompagne à un mythe alimentaire
très, très propagé et le fait qu'on doit manger plus en hiver pour se garder au chaud. Donc, si vous faites le calcul, on bouge moins et on mange plus. Ça fait plusieurs kilos en plus à chaque année, à tous les hivers. Donc, intéressant, effectivement. C'est très intéressant. Donc, ça me permet justement de rebondir. Donc, il y a ces habitudes qui sont liées évidemment au climat. Et au niveau contextuel, en ce moment, depuis les derniers mois, malheureusement, beaucoup d'entre nous, en fait, ont dû s'adapter au télétravail, donc quelque chose de nouveau aussi finalement dans la vie de la grande majorité des personnes ici présentes. Mais ne se sont mal préparés ou pas du tout préparés pour la simple et bonne raison que c'est arrivé très, très, très rapidement, en fait. Hein. Donc, si on parle de ce nouveau environnement, de ce nouveau contexte, Hichem, est-ce que tu aurais des recommandations justement de routine à adapter pour maintenir son corps dans une bonne posture? Ce qu'on est obligé de subir depuis ces derniers mois. Oui, effectivement, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent que j'ai quelques kilos en trop dû justement à la période qu'on connaît, qu'on a connu surtout les précédents mois. Donc, ça va voir le télétravail, rester travailler chez soi, ne pas trop bouger. Donc, en fait, il y a des petites astuces comme ça qu'on pourrait intégrer dans son quotidien qui pourraient justement être bénéfiques pour se tenir en forme. On a commencé par exemple par se donner une structure, inscrire carrément dans son agenda, parlant d'entrepreneurs, les rendez-vous, les meetings, ça on connaît bien. Donc inscrire autant une période, réserver une période dans son agenda pour l'activité physique, ça permet justement de mieux être structuré, de savoir que tel jour, telle heure, on a rendez-vous avec nous-mêmes, avec notre corps pour travailler un peu quelques minutes, ne serait-ce que 10-15 minutes, comme je l'ai dit précédemment. Il y a aussi le fait de, justement, des fois, le matériel, les chaises, les bureaux ne sont pas forcément très adaptés pour y rester des heures. Donc, éviter de rester assis trop longtemps, ne serait-ce que, par exemple, aller se lever, prendre un verre d'eau à la cuisine, bouger, aller au balcon, prendre un bol d'air frais. Et aussi, ça peut être le fait d'aménager comme un espace dans la maison. Et quand on dit aménager un espace, moi, je vis par exemple en appartement, j'ai pas un gym au sous-sol, on s'entend. Mais il suffit d'un petit tapis de yoga, une paire d'haltères, et là, de mettre ça quelque part dans une chambre. Et là, on a déjà un espace où on peut faire vraiment beaucoup d'activités physiques assez variées, en variant les exercices. Donc, grosso modo, voilà quelques astuces. Puis si vous avez la chance d'avoir un escalier aussi chez vous, quelques allers-retours dans l'escalier pour se dégoulir les jambes, là, ça déplace le mal de place. Moi, j'ai une autre petite astuce. Moi, j'ai un stepper chez moi, là, juste un petit step. Puis des fois, j'écoute des conférences, évidemment. Je coupe la caméra parce qu'Anne-Solène en bas, Anne-Solène en haut, ça va être fatigant pour celui qui parle là, mais c'est très pratique en fait d'écouter une conférence puis de faire cet exercice-là en même temps. Donc, surtout bouger. Un autre petit truc, moi, je bois beaucoup, ce qui m'oblige à aller à la salle de bain, donc ce qui m'oblige à me lever. Ça aussi, c'est pas négligeable. De toute façon, boire, c'est bon pour la santé. Marianne nous le dira aussi. Pas juste manger. Le fait de quand on est à la maison, généralement, on passe pas beaucoup de temps à aller commander du lunch, à aller revenir au bureau. Donc, ça prend moins de temps généralement, ce qui nous laisse quelques minutes pour sortir marcher. Dehors, ça peut être un 30 minutes. Si on a un appel à passer, autant le passer en marchant plutôt que de rester au bureau. Donc, c'est vrai que ça paraît être des évidences, mais encore faut-il les appliquer pour qu'on voit le changement s'opérer. Effectivement, effectivement. Puis même si vous avez l'air de parler à personne quand vous marchez, là, j'en croise beaucoup au bord de l'eau, c'est pas grave. On n'est pas là pour juger. Donc, trouver des moyens de bouger. Donc, merci pour ces quelques astuces, Hichem, au niveau du physique. Toi, Audrey, qu'est-ce que tu aurais comme… ouais, le tapis de marche aussi, effectivement. Ça prend un peu plus de place, par exemple, un tapis de marche. Quelques astuces donc, et conseils pour une santé mentale de faire, justement, dans l'exercice de ces fonctions entrepreneuriales. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme petite astuce, Audrey? Alors, un conseil, ce serait… c'est dur, là, tu me mets au défi. Plusieurs, t'as le temps. J'aime bien l'idée de Hichem, là, peut-être de
finalement de prendre des bonnes habitudes, là, de mettre des formes de routine. Moi, j'aime bien cette idée parce que ça demande ça demande un peu d'effort au démarrage, mais après, ça en demande beaucoup moins. Et donc, du coup, peut-être ça peut être aussi des routines pour la préservation de sa santé mentale. Donc, prendre des réflexes. Moi, j'aime beaucoup l'idée inspirée de la nature là, de mettre de l'équilibre dans les choses. Donc, si par exemple, prendre le réflexe que si on vit un stress intense, par exemple, en venant prendre la parole dans un webinaire, par exemple, après, prendre le réflexe d'aller marcher, par exemple, pour évacuer son énergie. Ou à l'inverse, si on a une journée très calme, où on vit très peu de stress, à l'inverse, d'aller se mettre un petit challenge, une petite sortie de confort pour toujours mettre à l'équilibre. C'est pas forcément toujours bien non plus de se laisser aller, là, de pas avoir trop de défis. Donc voilà, moi je dirais cette première chose, c'est toujours mettre de l'équilibre, mettre en place des routines. Et puis après, peut-être, j'aime bien cette image aussi de cet arbre qui est couché au sommet de la falaise, là, qui se prend tout le vent et qui, du coup, grandit en étant totalement de travers. J'aime bien cette image parce qu'en fait, quand vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes en train de vivre une période difficile, où vous êtes dans les rafales de vent, là, que c'est houleux, aussi, c'est d'apprendre à se dire, OK, j'accepte, je ne suis pas en train de grandir droit et parfait. Je peux aussi être imparfait, mais ça n'empêche pas que je peux être quand même en santé. Cet arbre pousse de travers, mais il est parfaitement en santé. Donc, vous pouvez tout à fait vous dire, OK, je suis imparfait, je vis du stress, mais de l'accepter et de dire, c'est une période, c'est comme ça. Et de se dire, juste, je continue d'aller de l'avant, j'essaie de passer cette période. Et puis après, ça ira mieux. Et garder donc cette forme d'optimisme et d'enthousiasme. Donc, c'est ça. Donc, je dirais 3 points. Donc, ce serait les routines. En 2, ce serait... j'ai moi-même oublié ce que je suis en train de dire. Peut-être tu peux m'aider sur mon point 2. Et le point 3, c'est d'accepter d'être dans le stress finalement. Et voilà. En 2, d'être imparfait. Et en 3, d'accepter le stress finalement. C'est ça. Et de trouver finalement, de mettre en place des choses pour le combattre. Il y a un exercice aussi, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. J'invite tout le monde à s'intéresser à ça, la cohérence cardiaque. C'est un exercice très simple, en fait, de respiration qui est basé sur un rythme qui est défini par soit une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, là, vous cliquez cohérence cardiaque, soit à force de le pratiquer, vous allez prendre vous-même l'habitude de compter en inspirant et redescendre. Ça marche, un stress avant d'une conférence, avant même de s'endormir le soir. Moi, c'est long à m'endormir le soir, mais si je fais l'effort de la cohérence cardiaque, en général, ça va revenir. Donc, la régulation, la régulation de votre corps par la respiration, c'est extrêmement bénéfique, en fait. Donc, et puis ça se fait à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas de technicité, ça ne demande pas d'objet, ça ne demande rien du tout, juste d'une concentration sur votre respiration. Donc, investissez en vous. Puis, comme dit Audrey, essayez pas d'être parfait. De toute façon, on s'ennuierait bien trop si on était parfait. Puis parfait par rapport à quoi, hein? Encore une fois, je voyais dans les commentaires tout à l'heure quelqu'un d'entre nous qui disait quand on parle d'entrepreneuriat, des gens qui ne sont pas entrepreneurs, ils ne nous comprennent pas. Le but de parler, c'est pas forcément pour être compris à chaque fois. Malheureusement, le but de parler, c'est aussi pour se vider et de faire sortir ces mots qui sont dans notre esprit. De la même façon qu'il y a des personnes qui vont écrire pour se sortir des choses de la tête. En fait, c'est pas d'essayer d'être compris par la planète entière, comme le disait Audrey au tout début de la présentation. C'était de surtout aimer ce que l'on est et aimer faire de ce que l'on fait. C'est ça qui est le plus important, en fait. C'est d'apprécier ce que vous faites, d'être compris par tout le monde. C'est pas, à mon avis, l'objectif final, surtout quand on est un entrepreneur. Le tout, c'est que vous soyez compris par ce que vous voulez atteindre en tant qu'entreprise. Merci beaucoup, Audrey. Marianne, est-ce que toi, au niveau des conseils pour conserver justement un maximum d'énergie, on disait l'influence de l'alimentaire sur la condition physique également. Donc, est-ce que tu as quelques conseils à donner aux entrepreneurs pour conserver un maximum d'énergie au travail?
D'abord, on a beaucoup parlé de stress là, dans les dernières minutes. Je tiens juste à mentionner qu'il y a de nombreuses études qui ont prouvé en fait que d'avoir une saine alimentation, ça a aidé à la mémoire, ça a aidé à la concentration, ça a aidé aux performances, autant en fait pour les enfants à l'école que pour les gens en milieu de travail. Donc, on ne cherche pas à avoir une alimentation parfaite, bien sûr que non, mais vraiment avoir une alimentation qui va être majoritairement composé d'aliments non transformés. À l'inverse, quand on va consommer beaucoup de restauration rapide, pas nécessairement du McDo, là, ça peut être du shish taouk, mais de l'alimentation rapide de pas très bonne qualité qui va contenir beaucoup de gras trans, beaucoup de gras saturés, ça a un impact vraiment négatif au niveau de la santé mentale, c'est-à-dire que les études ont associé une alimentation élevée en gras trans et saturés avec des fréquences plus élevées de problèmes dépressifs. Ça, c'est la première chose. Concrètement parlant, souvent, ce que j'entends, c'est je manque de temps pour bien manger, je manque de temps pour cuisiner, je sais que c'est important, mais je manque de temps. Moi, quand j'entends ça, ben, j'entends surtout que je manque de planification, d'organisation alimentaire. Donc, des petits trucs, souvent, en fait, aussi, c'est que c'est pas tant la motivation de cuisiner, mais c'est plus qu'est-ce que je vais manger pour souper ce soir? Donc, c'est les idées de savoir. Gardez-vous toujours une feuille que vous faites à la tête reposée un samedi matin avec votre café au lait, une petite liste de repas qui sont simples à faire. Hein? Ça peut être des œufs brouillés avec des toasts puis une tomate. Ça peut être un gruyot avec de la pomme puis des noix de Grenoble. Une petite pizza sur un pain naan que vous allez mettre un peu de za'atar dessus ou les restants de la semaine. Ça peut être un wrap au thon. Donc, faites-vous vraiment une liste de repas simples. Comme ça, quand vous êtes trop fatigué pour savoir quoi manger, vous passez votre doigt sur la liste. Ah, tiens, à soir, une petite pizza naan, ça va me prendre 10 minutes à faire, incluant la cuisson. Et ça va être toujours mieux que d'arrêter chercher la restauration rapide. Autre chose, moi, je vous suggère vraiment de prendre, ça peut être 1 heure, ça n'a pas besoin d'être la journée complète, là, 1 heure, 2 heures, gros maximum le dimanche pour commencer vos repas. Donc, la chose qui est inévitable à faire, c'est de laver vos fruits et des légumes. On lave la laitue, on peut hacher une coupe d'oignons, on met ça dans un bol. Moi, personnellement, j'ai toujours un gros sac à fermoir d'oignons hachés dans le congélateur. Ça, quand je suis fatiguée, ben, mes oignons sont déjà hachés, je mets ça dans le poêle, j'ai une étape de déjà faite. Donc, ça peut être laver les choux-fleurs, les brocolis. Des fois, je vais me râper des carottes. Donc, tu sais, si j'achète, par exemple, un cantaloupe ou un ananas, je vais tout l'arranger, je vais le laisser dans le frigidaire en petits morceaux, en bouchées. Donc, si nos fruits, nos légumes sont déjà arrangés, ça va beaucoup plus vite pour cuisiner. On a juste à se prendre des poignées ici et là. Même chose pour les boîtes à lunch. Si on a déjà des légumes de couper, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, autre préparation. Donc, ça, c'est pas difficile à faire. Puis ce qui est le fun aussi avec les fruits et les légumes, vous pouvez déléguer à n'importe quelle personne qui habite avec vous, à votre conjoint, chérie, cette semaine, tu laves la salade, puis tu t'occupes des brocolis. Tu sais. Même les enfants, très facile à faire. L'autre chose que vous pouvez faire, ben moi, je vous suggère de toujours vous faire cuire un féculent le dimanche. Donc, une semaine, ça peut être, par exemple, un chaudron de riz. L'autre semaine, ça va être de l'orge. Donc, on fait cuire un féculent que vous allez que vous allez réutiliser de différentes façons au cours de la semaine. Autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est des plaques de légumes grillés. Donc, vous coupez n'importe quel légume de votre choix. Ça peut être des tranches d'aubergine, des morceaux de patates douces, des quartiers d'oignons. Donc, vous mettez ça sur une plaque à 400, ça prend à peu près 20 minutes. Ensuite, vous avez des légumes grillés pour votre semaine. Des fois, ça peut être que vous mangez, par exemple, les aubergines, vous ajoutez un peu de parmesan à la fin, ça vous fait votre légume d'accompagnement. Ça peut être que vous allez vous faire un sandwich, puis vous allez garnir de légumes grillés. Ça va dans les salades aussi. Des légumes grillés, c'est très, très, très versatile. Vous pouvez les faire nature. Vous pouvez également, l'huile n'est pas nécessaire, vous pouvez les faire nature ou encore vous ajouter du vinaigre balsamique pour faire un peu caraméliser ou vous variez vos épices. Moi, avec les patates douces, mettons, souvent, je vais les couper en tranches, je vais mettre un peu d'épices cajun dessus. Donc, c'est pas très compliqué et vous allez avoir des légumes pour la semaine. Finalement, vous faire une soupe. Là, c'est l'automne, c'est le temps des mijoter. Donc, vous faire un chaudron de soupe repas à tous les dimanches soirs.
je vous invite à mettre des légumineuses dedans. Donc, ça peut être des lentilles corail, des lentilles vertes ou avec les légumes de votre choix. Vous pouvez ajouter des pâtes, du poulet. Mais moi, j'aime beaucoup les soupes quand ils contiennent juste des légumes et des légumineuses, n'attendent pas de viande, parce que ça permet de se conserver beaucoup plus longtemps. Tu sais, une soupe de lentilles puis aux légumes, là, ça se conserve facilement 7 jours. Donc, vous en avez vraiment pour la semaine. Si vous voulez ajouter, par exemple, du poulet ou des crevettes, ajoutez-le la journée même dedans, pour que votre soupe, elle ne se conserve pas. Parce que, mettons, une soupe avec du poulet, ça va plutôt se conserver comme un 3-4 jours. T'sais. Donc, la soupe, ben, ça peut être comme vos dîners de la semaine. Ça peut être un souper le soir avec un morceau de pain puis du fromage. Puis, si vous en faites beaucoup, ben, vous pouvez également vous congeler une portion ou deux dans le congélateur pour les soirs où est-ce que ça ne vous tente pas de cuisiner. Vous allez avoir de la soupe repas en backup. Donc, voilà mes petits trucs pour bien manger, mais la planification alimentaire, je pense qu'elle est vraiment, vraiment nécessaire pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent bien manger, mais particulièrement pour les entrepreneurs, parce qu'on a tout un horaire avec 20 rendez-vous par semaine, hétéroclite un peu. On n'a plus conscience de c'est quand la semaine puis la fin de semaine parfois. Donc, une petite planif, 1 heure ou 2 la fin de semaine, juste pour organiser un peu ces repas de la semaine. Super, super intéressant. Moi, je fais rire mes amis quand je dis que je précuis mes légumes le dimanche soir, là, mais c'est tellement pratique de précuire ses légumes le dimanche soir. Ouais. C'est ce qui prend, regarde, le plus de temps, ou même cuire un poulet, comme tu dis, parce que découper en morceaux, après, ça va au congélateur, c'est facile à récupérer. Ah non, c'est super, super intéressant. Ça a donné, je suis sûre, j'espère que ça a donné beaucoup d'idées à ceux qui nous écoutent. Hein, la préparation, la planification, on en parle depuis le début, hein, d'intégrer des choses. Donc pour nous, les entrepreneurs qui sommes super occupés, ou même pour les travailleurs employés qui sont très occupés, je veux dire, de planifier ces moments-là dans votre semaine, ça va vous aider largement à planifier vos choses. Et pour finir, quelques astuces, conseils, Hichem, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce que tu nous as mentionné tout à l'heure comme saine habitude? Écoute, moi, je pourrais partager quelques astuces pour être en forme chaque matin. Donc, pour les plus téméraires d'entre vous, une petite douche froide pour bien commencer la journée. Ça stimule le métabolisme, donc ça aide à brûler des graisses plus facilement. Comme le disait si bien Marianne, c'est manger consciencieusement. Donc, pas forcément, c'est vraiment adapter, manger plus sainement possible, éviter les aliments transformés. Et il y a aussi le fait de bien dormir. Donc, 7 à 8 heures de sommeil, c'est aussi important parce qu'on parle beaucoup d'activité physique, mais le sommeil est aussi partie prenante de l'équation. Donc, ne pas assez dormir peut justement limiter nos progressions en termes d'objectifs. Faire autant d'exercices que possible, quand je le disais, un 10-15 minutes durant sa pause déjeuner chaque jour, ce serait déjà un très bon début pour commencer. Pensez à s'hydrater aussi, parce que c'est très important. Bon, pas seulement pendant les grosses périodes de chaleur. Moi, je reçois beaucoup de gens que je force à boire de l'eau avant qu'ils quittent le gym, là, parce que non, c'est bon, j'ai pas soif. Oui, tu n'as pas le sentiment de soif, mais il faut penser à s'hydrater. Et aussi, une dernière astuce, qui peut aussi nous motiver, il y a maintenant des outils technologiques comme des montres intelligentes, par exemple, des outils sur les téléphones qui permettent de calculer nos calories. Ça, c'est en se fixant des objectifs, par exemple, de 18 000 pas par jour avec une montre intelligente. Le jour où on fait juste 5 000 pas, ça va nous l'indiquer. On se fait dire, ah, oui, finalement, c'est comme si je n'ai pas bien travaillé aujourd'hui. Donc, ça va peut-être nous pousser à faire les petites demi-heures qu'on n'a pas faites plus tôt dans la journée. Donc, c'est des petites astuces comme ça, mais comme je dis, c'est vraiment un ensemble de petites choses, justement, qui fait la différence au final. Mais comme on dit depuis le début, c'est de commencer à les faire, ces petites choses-là. Hein. C'est, comme je dis, c'est jamais trop tard pour commencer à bien s'alimenter, à faire des activités physiques, à penser à soi, à sa santé mentale et intellectuelle. Hein. C'est jamais, jamais, jamais trop tard. Donc, le tout, c'est de commencer. C'est de commencer, en fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de commencer. Dans le chat, vous verrez, il y a quelques outils aussi que nos participants ont partagés qui sont très, très sympathiques.
Moi aussi, j'ai déjà essayé les boîtes, effectivement, en recettes. Ceci dit, je constate que ça prend pas moins de temps. C'est pratique pour le côté portion et recettes quand tu as comment dire, la page blanche de la création. Mais l'idée de Marianne, effectivement, de décrire une liste de plein de choses, en fait, ça permet de passer par-dessus ça et puis de se casser. La variété aussi, Marianne, est-ce que la variété de ce que l'on mange peut aussi, en fait, j'imagine, intellectuellement favoriser cette santé-là, j'imagine? Tout à fait. Dans la définition, en fait, de la saine alimentation, le premier mot, c'est vraiment la variété. Donc, tout le monde sait, hein, je pense que les fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. Par contre, si on mange juste ça, puis si on en mange trop, c'est sûr qu'il va nous manquer des nutriments qu'il y a dans d'autres types d'aliments, notamment des protéines, puis des matières grasses aussi. Donc, vraiment de manger des aliments dans chacun des différents groupes, mais aussi de varier au sein d'un même groupe, c'est la meilleure façon d'avoir tous les nutriments dont notre corps a besoin. Génial. Donc, conclusion, entrepreneur, hein, la santé de votre entreprise dépend avant tout de la vôtre. Je pense que vous l'aurez compris, hein, comme on dit, si vous n'êtes pas en forme, c'est votre entreprise qui n'est pas en forme, surtout quand on est travailleur autonome. Donc, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, j'espère que ça va vous encourager à commencer, si ce n'est pas déjà fait, de nouvelles habitudes et puis justement de vous permettre d'élever votre entreprise à d'autres sphères. Et n'oubliez jamais, avant tout et surtout, de prendre évidemment soin de vous. Donc, si vous souhaitez performer dans les domaines mentionnés, n'hésitez pas à écrire à nos panélistes. Hein, ils sont tous disponibles sur LinkedIn, bien évidemment. Ils ont tous respectivement leur site web, que ce soit pour des cours personnalisés, pour apprendre à mieux se connaître, un concept développé par Audrey. Marianne, sur son site, a des recettes aussi. Si vous manquez de recettes à son site, a un livre également disponible pour des conférences. Et Hichem pour aller faire des séances, peut-être d'essayer la fameuse stimulation électromusculaire. Donc, je remercie tous les panélistes, évidemment. Encore une fois, notre commanditaire de la Banque de développement du Canada. Je vous partagerai le lien donc, dans nos réseaux sociaux sur leur documentation, en fait, sur le bien-être. Je vois que Jean-David, tu as peut-être une question supplémentaire. Oui, bonjour à tous. En fait, j'aurais une autre dimension à rajouter sur ces panels qui ont été très riches et très variés. C'est vrai que les trois thématiques de la nutrition, de la santé physique, de la santé mentale sont importantes. Mais en tant que membre d'Agora Alliance, je voudrais insister sur un point. C'est de ne pas oublier que nous sommes des animaux sociaux et que la qualité de notre santé mentale dépend de notre capacité à se connecter à l'autre. Et que quelque part, la santé mentale, c'est d'abord avoir un écosystème autour de soi de gens qui nous font du bien et à qui nous faisons du bien. Donc, quand on est entrepreneur, des fois, on est tanné par des clients qui sont pénibles, des fournisseurs qui sont pénibles, des collaborateurs qui sont pénibles. Alors, ce n'est pas facile, mais il faut essayer, entre guillemets, de se protéger de ces gens-là. Et aussi bien dans le cercle amical. Pour vous partager une pratique, moi, j'ai l'habitude tous les vendredis d'aller faire le lunch avec deux amis. Et ça nous fait beaucoup de bien parce qu'on s'aime beaucoup, on s'apprécie beaucoup. Et on se donnait une règle. Pendant les discussions que l'on a pendant le lunch, on s'interdit 5 sujets. La politique, la religion, le climat, le Covid et l'argent. Et le fait de s'interdire ces sujets qui peuvent être, je dirais, nocifs, etc., ça nous permet d'échanger sur des choses qui nous élèvent, sur des choses qui nous font du bien. Et donc, je vous invite vraiment à réfléchir. Dans votre écosystème, il y a des gens qui vous tirent vers le bas, il y a des gens qui vous tirent vers le haut. Soyez sélectifs, parce que même s'il faut de la biodiversité, il faut de la connexion au vivant, c'est indispensable parce que nous sommes des animaux sociaux. Là aussi, il faut avoir une stratégie de relation, il faut faire des choix, et donc il faut renoncer. La deuxième chose, que je conclurai là-dessus pour ma part, c'est le fait que nous devons être connectés au vivant. Donc le fait de se connecter à la nature, d'aller faire des balades en forêt, à un moment donné prendre une nouvelle relation au temps et à l'espace que ne nous apporte pas la vie urbaine traditionnelle, c'est aussi une manière de se régénérer, de trouver de l'énergie. Donc globalement, maîtrisez la biodiversité, soyez sélectifs dans la biodiversité
et connectez-vous au vivant. Voilà ce que je pourrais compléter dans le cadre de ce séminaire. Tout à fait d'accord. C'est un ajout nettement, c'est parfait, parfait, parfait. Merci Jean-David pour ce complément d'information. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit vous ouvrez votre micro, soit vous levez la main. Nos panélistes sont encore là quelques minutes pour pouvoir y répondre, donc ne vous gênez surtout pas. Si vous avez quelque chose à ajouter ou un questionnement particulier. Je ne vois pas de main. Merci. Merci à tous d'avoir participé. Je ne vois pas de main levée. Merci, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à contacter donc, nos panélistes ici présents avec lesquels nous avons beaucoup de plaisir à travailler et pour longtemps encore, je l'espère. Donc, encore merci beaucoup à tous, panélistes, commanditaires, Banque de développement du Canada pour les études qu'ils mettent à disposition en fait du public. C'est très intéressant. Donc, on vous communiquera tout ça par nos réseaux sociaux. Donc, peut-être juste un mot de la fin. Hichem? Il faut bouger. Super. Marianne? N'oubliez pas le plaisir d'en manger. Ça, c'est super important. Oh que oui. Audrey? Soyez vous-même. Soyez vous-même. Ah, j'en ai des frissons, tiens. Mais tout ça, ça me donne faim quand même, pas vous? Donc, sur ce, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents et présentes. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et au plaisir de vous recroiser à un webinaire de Agoralliance. Le prochain étant sur l'importance de la cybersécurité quand vous êtes un entrepreneur, une PME, une TPE. Et ce webinaire-là aura lieu le 2 novembre prochain. Mais suivez nos médias sociaux, LinkedIn et autres, et vous pourrez avoir plus de détails incessamment sous peu. Merci infiniment à tout le monde. Merci les panélistes. Bonne journée. Merci vous aussi.